Oui, donc on m'interpelle aussi sur les frais de justice, les frais d'avocat. Ce que je veux dire déjà de une, c'est que de un, en France, on peut se représenter soi-même, hein, seul. On n'est pas obligé d'être assisté par un avocat. Bon, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément envie de s'en occuper, on n'a peut-être pas que ça à foutre. Mais c'est vrai que des fois, on court après l'avocat, qu'on paye quand même argent comptant et que ça prend des mois pour que ça envoie une lettre, ou que pour sa relance, ou que ça explique que on n'est pas le seul dossier, madame, monsieur. Eh ben, excuse-moi, ne prends pas mon affaire, hein. Parce qu'en dernière instance, si t'as je sais pas combien d'affaires et que tu prends le pognon et que derrière ça suit pas, parce que t'es plus en train de faire des transactions de contrat pour ton propre compte, en bouffant à droite et à gauche et en faisant perdre du temps à tout le monde, non, non, voilà. Ça c'est prendre les gens pour des billes et qu'à un moment donné, mais qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on se fait prendre pour un con en dernière instance. Hein, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on se fait pas prendre pour un con. Faut arrêter avec ça. C'est sûr qu'on a plus de liberté de pouvoir bouger. Hein. Mais y en a beaucoup, je trouve, des fois, qui sont riches et qui persistent à garder le même avocat, alors que franchement, ça se voit qu'ils sont en train de les arnaquer, quoi. Je veux dire, donc pourquoi faire confiance plus à un autre qu'à un autre? Moi, je comprends pas. Et en plus, en dernière instance, vous avez plus de possibilités de bouger que n'importe qui. Donc, cassez-vous. Laissez tomber l'engagement avec l'avocat en question, par exemple. Voilà. Et au-delà de ça, je trouve que les avocats, ils prennent quand même assez cher. et que si vous voulez un peu plus bosser, parce que de ce que je comprends moi quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui payent pas leur traite... par exemple de loyer, leurs taxes foncières, ou alors les frais de copropriété aussi. Hein, il y en a pas mal que, attention, hein, c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'ils sont à jour dans ce qu'ils doivent. Et plus on gagne de l'argent, plus effectivement le trou financier est béant, vous voyez, quand on est à un certain niveau. Donc ça devient après compliqué aussi quand c'est des histoires de gros sous, hein. De convaincre de certaines personnes, notamment la banque ou notamment d'autres personnes avec qui on a contracté des engagements, qui vont suivre. Ils disent attends, là t'es complètement à pailleul, qu'est-ce que t'as comme solution? Et qu'en plus de ça, si les gens ne sont pas carrés dans le travail et ils honorent pas leur engagement avec la personne, par exemple, concernant les avocats qui doivent représenter, bon, ça va pas. Et de ce que j'entends, même si c'est pas mon milieu et que j'ai pas beaucoup fréquenté, moi j'ai fait qu'une année de droit et on était des étudiants donc on bossait pas. Attention à votre rapport à l'argent et à votre besoin de faire des relations. Parce que vous êtes quand même là pour défendre des gens. Et défendre des gens, ça veut dire aussi qu'il y a un engagement humain assez fort. Et que c'est défendre aussi des valeurs, des idées, des principes, et que si vous êtes défaillant par rapport à ça, vous engagez, c'est pisser dans le vent, encore une fois. Donc, faire tarder des affaires, parce que peut-être la personne qu'on défend a moins d'intérêt qui nous intéresserait, et que faire passer la primeur sur... la personne pour laquelle on a été engagé de contredire, hein, parce qu'il peut se passer des choses comme ça. C'est-à-dire, finalement, on défend, mais on défend finalement plus la partie en face que la partie pour laquelle on a été engagé, vous voyez. Donc, il y a plein d'affaires de vices aussi comme ça dans la justice, et que moi, c'est vrai, j'ai fait une année de droit. Au cours de mon année de droit, quand j'ai commencé à étudier la manière dont étaient rédigées les lois et qu'il fallait étudier la manière dont on pouvait les lire, là je me suis dit mais il y a un vice, il y a des vices cachés de fou quoi. C'est pour ça que je dis attention, ce fameux code civil là, les codes pénaux, etc. À un moment donné,
vous mettez en avant des textes qui font preuve d'articles, hein, c'est-à-dire on se fonde sur des articles pour juger une affaire, et que si c'est vicié, je dis pas si c'est vicié, hein, et que selon le juge qui va devoir apprécier et juger l'affaire, c'est-à-dire on a d'un côté une affaire à peu près similaire, le jugement va être dans un sens, et puis oui on prend le colimaçon mais qui en montant, vous voyez, pas en descendant, merci beaucoup. Et mais si on prend et donc une affaire similaire à peu près sur la même thématique, le jugement va être tout autre, ou inverse même. Et donc là, à ce moment-là, attendez, c'est pas possible. Comment une affaire similaire, on va dire avec les mêmes, les mêmes exemples, hein, la même situation à peu près, on va dire que c'est juste les personnes qui changent et que la ligne directrice de défense était à peu près la même et que le résultat du jugement est différent, voire complètement contraire, bien sûr que ça va pas. Et ça, j'en suis sûre que vous le voyez, hein, j'en suis persuadée. Le rôle aussi qui m'interroge, donc, du greffier, où le juge notifie que certaines choses ne doivent pas être notées dans son rapport de greffier. À quel moment on s'autorise en tant que juge de faire ça? C'est comme la main courante. On le notifie. Par contre, s'il y a, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oh là là, attendez. Si ça ne convient pas, par exemple, parce qu'un avocat s'est levé, a interpellé le juge, je sais plus le mot, j'ai pas plaidé, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire on considère que l'argument de l'autre avocat sort de la ligne, hein, et qu'on essaie d'illégitimer l'argument de la partie adverse. Et que donc si le juge, par l'argumentation de l'avocat qui illégitime l'argument de l'autre, valide le fait qu'effectivement il n'avait pas à l'argumenter dans ce sens-là, demande au greffier d'effacer ce discours-là, je vois pas au niveau de la justice pourquoi ce doit être effacé. Parce que parfois, on peut justifier d'un argument illégitime de manière viciée, hein, et que quand il y a du vice, je crois qu'il faut tout laisser écrire, hein, voilà, c'est plus juste. Ou alors, vous fondez des articles moins viciés. Bon. Après, c'est le jeu, hein, entre avocats, voilà. De reformuler, hein, n'est-ce pas? Mais je trouve ça toujours étrange que ce qui est dit dans un tribunal peut être effacé de manière légale. Bon, ça m'interroge, voilà, donc je pose ça là, démerdez-vous avec ça. Autre chose aussi, le rôle du procureur. Le rôle du procureur qui est quand même défini et représentant de l'État, hein, et qui fait en sorte qu'il va se saisir d'affaires ou pas, hein. C'est-à-dire, c'est lui qui va décider qu'il y a une affaire qui va passer en justice, ou pas. Qui va pouvoir avoir le pouvoir de classer sans suite, ou pas. Et donc là, ça me pose question en termes d'indépendance de la justice. Comment cela se fait que le procureur soit tenu de seul fait par des membres de l'État ? Et que si l'État n'est plus si indépendant que ça, excusez-moi, mais comment ça se fait qu'il y ait qu'un seul statut qui permette de devenir procureur, vous voyez? Surtout, bon, quand on est dans un État un peu voyou. C'est-à-dire que, voilà, l'État se targue d'être droit, carré, méthodique, avec justifiant de procédure carrée.
mais peut accepter la corruption, hein, on est d'accord. Et en même temps montrer du doigt la mafia sous prétexte que c'est pas carré, alors que parfois la mafia est bien plus carrée et tient bien plus parole que des membres de l'État censés représenter et sont protégés en tout cas par toute une batterie de services. Hein. Donc, bon, voilà, je voulais un petit peu mettre ça en avant et que, excusez-moi, on est parfois dans des situations pas mieux que l'Afrique hein, en France. Donc, voilà, je pense qu'il faut arrêter aussi de faire la leçon à tout le monde en expliquant que nous sommes dans un état de droit et de justice, pas vraiment. Hein, pas vraiment en réalité. Voilà, si on pouvait aussi arrêter de fomenter des mensonges pour faire croire de manière illusoire hein, qu'on est libre dans ce pays, bah ça serait bien. Hein, je pense que autant accepter la réalité de semi-dictature, hein, moi je le vis comme ça, voilà. Et voilà, je le dis, je trouve qu'on est dans une semi-dictature, voilà. Bon, après, c'est peut-être l'état d'un état de guerre, hein, de fait de guerre, mais quand on cache qu'il y a une guerre, quand on cache qu'il y a de la sorcellerie, quand on cache que les gens sont mentalement reliés, quand on cache beaucoup de choses, c'est-à-dire on le cache, on le nie, hein, on le nie. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui perdent des droits et la possibilité de se défendre de ce déni volontaire de la réalité, de la nature humaine. Voilà. Donc tout ça me pose problème énormément et je suis sûre que je ne suis pas la seule, qu'on est des milliers et des millions à le subir et que on en a ras-le-bol. Voilà. Donc sur ce sujet, voilà. Mais tiens, on prend le grand 8 de la conscience, tiens. Voilà.